Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Claudine Lamotte, je suis hydrogéologue au BRGM à Montpellier et dans la direction, on va dire, SGR, quoi. Enfin, voilà, la direction régionale. Et puis Jean-Christophe, c'est plutôt une direction scientifique. Voilà. Donc, on a travaillé ensemble sur l'étang de Thau et notamment donc sur l'inversac de la Vise dans l'étang de Thau. Et c'est quelques résultats qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Après une petite introduction, on verra voilà, le contexte de cette étude géologique, hydrogéologique, euh, la compréhension du mécanisme voilà, de ce phénomène. Et puis donc Jean-Christophe prendra la main au point 4, ce qui concerne la résilience, la mise en évidence d'une hystérèse, la modélisation qui a pu en être faite, les prévisions, et enfin, conclusion. Donc en introduction, bah, vous le savez tous, enfin, une grande partie du pourtour méditerranéen qui abrite des sources karstiques qui sont aujourd'hui, enfin, qui peuvent être aujourd'hui submergées par le niveau de la mer. Voilà, et donc nous avons travaillé sur l'une d'entre elles qui est la source de la Vise dans l'étang de Thau au large de Ballaruc-les-Bains. Donc sur cette carte, vous avez la presqu'île de Ballaruc, la Vise qui est représentée par le point jaune. Voilà, donc c'est à l'ouest de Montpellier. On est dans comment dire, l'entité hydrogéologique, la masse d'eau qu'on appelle le pli ouest de Montpellier. Voilà. Et puis, donc, Ballaruc-les-Bains, pour nombre d'entre vous, eh bien, c'est une commune qui est connue puisque elle héberge la première, il y a des sources thermales et c'est la première station thermale de France à Ballaruc-les-Bains avec un certain nombre de curistes. Voilà. Donc, on est dans un contexte quand même de conflit, enfin, conflit d'usage de l'eau avec, comme je disais, l'eau thermale de Ballaruc, 55 000 curistes par an, donc c'est quand même assez important. Donc, il y a on est à la convergence aussi également d'une eau douce qui est utilisée à Isanka, là, c'est indiqué sur le schéma, qui alimente une partie du temps la ville de Sète hein, en eau potable. Et puis, bah, toute l'eau salée, que ce soit, voilà, bah, là, c'est l'étang, avec tout ce qui est conchyliculture et ostréiculture qui représente une économie quand même importante pour le territoire. Face à ce conflit d'usage et puis différents phénomènes d'inversac qui étaient non seulement récurrents, mais qui semblaient se rapprocher, enfin, avec une fréquence qui augmentait, nous avons bâti un projet de recherche qu'on a appelé Demoto, voilà, avec un certain nombre de partenaires, dont vous avez les logos en bas, qui a duré 5 ans. Donc, il a été construit autour de, on va dire, trois ateliers, trois, quatre ateliers principaux qui étaient l'atelier donc sur la géologie. On a travaillé avec géosciences. Euh, donc, cette compréhension de ce qui se passe dans un hydrosystème passe évidemment par la compréhension de la géologie. Donc, on a travaillé avec voilà, géosciences, j'en reviendrai par la suite pour créer un modèle géologique 3D. Ensuite, l'atelier hydrogéologie, géochimie avec le partenariat HSM. Voilà, pour travailler bah, sur le modèle hydrogéologique 3D, mais on a fait aussi différents types de modèles qui nous ont aidés à mieux comprendre le phénomène spécifique de l'Aversac, hein, la modélisation de l'Aversac. Donc, c'était la modélisation de l'Aversac et sa compréhension était une partie du projet des motos, hein, mais c'était une partie qui était extrêmement attendue par le territoire. Et puis, donc, nous avons monté, construit une plateforme un peu, un observatoire expérimental en équipant la source de la Vise. Et puis, on a réalisé 3 forages, dont un forage carotté de presque 800 mètres de profondeur à Ballaruc-les-Bains. Et on a construit également, donc, avec la société Synapse, une plateforme web pour remonter toutes les informations qui étaient enregistrées sur l'hydrosystème. Et voilà, pour bâtir un peu un outil pour aider le territoire à gérer sa ressource en eau souterraine. Il y avait pas mal de forages de données géologiques qui existaient, même des lignes sismiques anciennes. Donc ça a d'abord consisté, donc comme tout travail, hein, de compiler, faire une synthèse, de retraiter. Il y a des lignes
sismiques qui ont été retraitées, anciennes, voilà. Donc, il y a eu tout un gros travail de compilation, d'analyse critique de toutes ces données. Et puis, on a eu la chance de pouvoir faire de nombreuses acquisitions, des nouvelles acquisitions, que ce soit deux lignes de sismique réflexion. On a fait de la sismique passive aussi pour imager le toit du calcaire sous couverture, la gravimétrie, la cartographie, enfin bon, et 4 forages, dont un à 7, 3 sur Balaruc, et donc je disais, un forage carotté de 760 mètres de profondeur. Voilà. Donc on a pas travaillé, non pas qu'à l'échelle de l'hydrosystème, mais un peu plus largement en fait. Non seulement pour pouvoir mieux contraindre les circulations fluides là dans le système géologique, c'était important pour nous, d'avoir l'ensemble des hydrosystèmes, et puis donc la géométrie des réservoirs, leur connectivité, et il y avait aussi quand même des questions sur la compréhension de la formation karstique et l'évolution du système, que ce soit le système géologique et hydrogéologique. Donc a été construit toute une base de données, j'en parle parce que c'est quand même assez rare, une base de données géologique très importante sur cet aquifère, et qui a été mise à disposition aux acteurs du territoire, aux scientifiques, aux enseignants, voilà. Et puis donc ce modèle géologique 3D est évidemment mis à notre disposition, et a conçu un modèle hydrogéologique des circulations. Et toutes ces acquisitions de données géologiques aussi a permis on va dire, d'apporter des éléments complètement nouveaux sur la géologie régionale dans le Languedoc. Si on passe maintenant vraiment au contexte géologique, donc à gauche, vous avez un peu l'échelle Strati. Donc le réservoir qui nous intéresse, le réservoir karstique, il est en bleu là, c'est les calcaires jurassiques supérieurs et moyens qui constituent tout le pli ouest de Montpellier. Voilà. Ensuite, donc ces calcaires jurassiques sont recouverts par du Crétacé en vert là, c'est le bassin de Villeverac. Et voilà, qui est connu pour l'exploitation de la bauxite, parce qu'on a de la bauxite qui est au toit de ces calcaires jurassiques supérieurs, voilà. Et puis, donc, on a tout le bassin de Gijan, qui est de la molasse, et qui vient recouvrir le calcaire jurassique, voilà. Sur votre droite, vous avez le log, log géologique du forage carotté, puis des petites images des carottes, donc que ce soit du calcaire ou également des dolomies, parce qu'on a montré qu'il y avait plusieurs niveaux dolomitiques et plusieurs niveaux aquifères. Il y a un modèle géologique 3D qui a été construit. On peut réaliser des coupes d'ailleurs dans toutes les directions grâce à ce modèle, qui nous a bien aidé pour comprendre également la circulation des eaux souterraines. On a mis en évidence une nouvelle faille, qui était la faille de Thau. Donc elle est représentée sur le schéma en bas en rouge là, qui se prolonge à l'ouest jusqu'à la vallée de l'Hérault. Donc elle était supposée, cette faille, même dans le modèle des modèles qui avaient les précédents modèles qui expliquaient la remontée donc des eaux thermales à Balaruc, on supposait qu'il y avait une faille, mais là elle a été vraiment mise en évidence, confirmée. Donc comment on a travaillé en hydrogéologie? Eh bien, on a équipé un certain nombre de points piézométriques, mais et des sources, les exploitants de la ressource qui ont coopéré avec nous, et tout le monde a mis à notre disposition toutes les données qui étaient enregistrées. Donc ça, c'est quand même 40 points, 43, plus d'une quarantaine de points suivis quand même, avec évidemment on va dire une densité supérieure sur la presqu'île de Balaruc, parce que on voulait se mettre au plus près de la Vise, bien entendu, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Voilà, donc le syndicat mixte du bassin de Thau, le SMBT, nous a beaucoup aidé à construire cet observatoire. Donc sur la presqu'île de Balaruc, on a installé notre observatoire scientifique. Et puis donc on a suivi quasi en direct sur une multitude de points, voilà, qui nous permet de suivre au plus près cet hydrosystème, et qui est disponible sur une plateforme web. Donc, d'un point de vue du contexte hydrogéologique, eh bien, là, sur le dessin, la carte en haut, là, ce pli ouest, en gros, il a été découpé en plusieurs entités karstiques, entités hydrogéologiques, et nous, on travaille sur la centrale, qu'on a appelée, c'est l'entité hydrogéologique Venisanka Kovi Vise. Donc, au niveau de la presqu'île de Balaruc, là, qui est entourée par un cercle, au large de cette presqu'île, il y a la source de la Vise. Et en fait, on voit que
C'est l'exutoire le plus au sud de cette entité hydrogéologique. Il y a une convergence de toutes les eaux, des eaux du système, donc avec un écoulement, on va dire, globalement nord-sud, qui converge à la source de la Vise. Le trait de coupe en rouge, qui est situé sur la carte, donc c'est le trait de la coupe que vous avez en dessous, là, avec, alors cette fois-ci, à droite, c'est le nord. Donc, c'est la zone de recharge de l'entité sur la montagne Causse de Meulas, montagne de l'Amour, voilà. Donc, le quart se recharge notamment ici. Et puis, donc, vous avez un premier exutoire qui est la source de la Veine, qui est au niveau de, sur la carte, c'est l'étoile qui est au milieu de la ligne en rouge, là. Donc, la source de la Veine qui coule, c'est le trop plein d'exutoire. Et puis ensuite, on a le cheminement des eaux souterraines là, dans le calcaire. Dans le calcaire, il va y avoir une autre sortie à Isanka, qui est, on va dire, captée pour l'alimentation en eau potable de la ville de Sète, on en parlait tout à l'heure. Et puis, il y a une part de l'eau qui va continuer son cheminement plus au sud et qui va ressortir à la source de la Vise, là, dans l'étang de Thau. Si on fait un zoom maintenant sur la source de la Vise, donc elle est sur à l'ouest de la presqu'île de Valaruc-les-Bains, à peu près 150 mètres du rivage. Donc sur la première image, là, on voit c'est la topographie en fait du cône de la source de la Vise. Voilà, il faut imaginer que cette source, en fait, dans le coin, ils l'ont appelé le volcan. Du fait que ça forme un cône comme ça, là, on a une espèce de cône inversé où sort la Vise à une trentaine de mètres de profondeur sous le niveau de l'étang. Voilà. Donc à cet endroit-là, il y a il y a la formation du pliomiocène qui vient cacheter les calcaires jurassiques, qui est donc captif. L'aquifère est captif à cet endroit-là. L'équipement de la source de la Vise a été conçu sur mesure dans des matériaux polymères pour pouvoir maximum résister. C'est quand même un milieu qui est très rude, hein, salé, etc. Euh, donc, c'est une espèce de trépied qui a été construit et mis donc au niveau de la source pour capter un maximum les résurgences. Ce trépied-là, il est coiffé par donc comment dire, un débitmètre qui fait 1 mètre de diamètre. Ça, c'était une volonté d'un peu tout le monde de pouvoir rentrer dans ce dispositif. C'est un site, il faut le dire que c'est un site qui est utilisé par les plongeurs, très utilisé par les plongeurs, les associations, la gendarmerie, etc. C'est un des rares sites dans le coin là qui est à 30 mètres. Donc, il permet des exercices de plongée. Donc, ça a été une grosse contrainte pour nous aussi de bâtir un dispositif qui soit tenable, on va dire, avec voilà, avec un taux de fréquentation assez élevé, même des bateaux de pêche, enfin bon, bref, des trucs, voilà, oui, ils mettent leur ancre, enfin c'est un peu compliqué, mais jusqu'à présent ça tient bien. On a fait beaucoup de communication, ça a été une part importante de notre travail. Là, vous avez différentes images hein, voilà, des instruments, de la mise en place. Voilà, on a des sondes de mesure, pression, température, conductivité. On les a doublées pour conforter notre montée de. Et puis il y a également un tube de prélèvement en polyéthylène qui jusqu'à la rive, qui a été installé avec une petite pompe pour pour nous permettre de prélever l'eau de la source. Voilà. Donc ce dispositif, maintenant, ça fait 4 ans qu'il est, plus de 4 ans, 4 ans et demi qu'il est au fond de l'eau. Il fonctionne toujours. Voilà. Donc ici, vous avez des graphiques qui représentent les données qui sont enregistrées sur la Vise, à la Vise. Donc en haut, pardon, vous avez le débit de la Vise en mètres cubes par seconde. Donc en régime normal, on a un débit qui est représenté en bleu, hein, autour de 0,2 mètres cubes seconde. Et puis, donc, en régime d'Aversac, le débit devient négatif. Voilà, il est représenté en rouge, là. Donc, on a, et de nouveau,
une bascule là à partir du 14 mars 2022. On a des débits de nouveau positifs. Voilà. Donc là, ça image en fait l'Aversac qui s'est produit de 2020 à 2022. Et donc, c'était la première fois qu'on avait des données et une observation en temps réel d'un Aversac sur la source de la Vise. Vous avez le graphe du milieu, c'est la conductivité. Voilà. Donc, au moment de l'Aversac, évidemment, une augmentation brutale de la conductivité, puisque la conductivité, du coup, qu'on mesure, c'est celle de l'étang de Thau, qui était à l'époque autour de 60 millisiemens par centimètre. Et puis, dans le laps de temps aussi de l'Aversac, là, vous avez en bas la température. Donc, la source de la Vise, elle a une température autour de 20 degrés. Il faut savoir qu'il y a une petite composante thermale dans la source de la Vise. Donc, on a une température relativement, d'ailleurs, constante, hein, autour d'une vingtaine de degrés. Et puis, au moment de l'Aversac, eh ben, chute brutale de la température. On était en mois de novembre, donc l'eau de l'étang était un petit peu plus froide. Et puis, on observe bien d'ailleurs la montée du... En fait, ce qu'on observe là, c'est la température de l'étang, la variation de la température de l'étang. Donc ici, vous avez d'autres données, mais cette fois-ci, alors en haut, vous avez le niveau de l'étang qui fluctue en fonction de différents paramètres, mais notamment, donc, on a représenté là le vent, les tempêtes, les coups de mer qui font varier le niveau de l'étang de plusieurs dizaines de centimètres parfois. Hein, c'est quand même un phénomène qui n'est pas anodin. Voilà, avec toujours la représentation de la période d'un Versac en rouge hein, sur les courbes. On a un niveau d'eau, on va dire que c'est le niveau de l'aquifère qui est enregistré ici, à à quelques centaines de mètres de la source de la Vise. Alors, il faut voir ici, c'est qu'au moment de la Versac, on a un phénomène de rebond piézométrique. Donc, on a une charge dans l'aquifère qui augmente et qui peut dépasser les 2 mètres à certains, selon la distance du point d'observation à la Vise. Donc ça, on reviendra dessus dans la suite de l'exposé. Voilà. Ensuite, vous avez aussi un diagramme, un graphique qui mesure, enfin c'est la différence donc de densité des eaux entre l'eau de la lagune, de l'étang et l'eau douce, karstique. Voilà. Et enfin, donc ces différents paramètres qu'on a pris en compte dans notre interprétation, donc on vous les présente, on vous les présente ici. Donc on se rend compte quand même qu'on est dans une différence de densité quand même assez importante, voilà. Et puis donc en bas, le dernier, c'est le gradient hydraulique qu'il faut prendre pas comme un gradient hydrogéologique classique, mais c'est plutôt la différence de charge entre l'aquifère karstique et la charge représentée par les temps corrigée par leur densité, la densité des eaux respectives. Voilà, où on observe là, au moment de la Versac une brutale montée donc, de la valeur donc, de ce gradient hydraulique. Mais on reviendra par la suite aussi là-dessus. Donc le mécanisme de la Versac, donc tel qu'on l'a imaginé. Donc ici, vous avez un petit schéma de site de la Vise avec en dessous donc l'aquifère karstique avec eau douce recouvert par une couche imperméable, voilà, de Pliocène et de Miocène, et au-dessus donc la lagune de Thou. Et donc, par simplification, donc on a imaginé un conduit, on va dire vertical, qui met en communication donc l'aquifère karstique d'eau douce et l'étang. Donc en situation, on va dire normale, émissive, en tout cas de la source, situation émissive de la source, on a un flux d'eau douce qui va arriver dans l'étang, voilà, qui est représenté par le petit cône là, tant que, on va dire, la charge, la pression de l'aquifère karstique est supérieure à la pression qu'exercent les eaux salées de la lagune. Voilà, donc tant qu'il y a un niveau de nappe, on va dire, suffisant, on a une sortie de cette eau douce dans l'étang. Autre situation, donc mécanisme d'inversac. Donc quand on a cette pression qui s'inverse, eh bien on va avoir une arrivée d'eau, enfin salée, dans l'aquifère d'eau douce. Donc un renversement des écoulements, des flux, causé donc par des niveaux bas de nappe.
Donc situation d'aquifère un peu déprimée. Et puis également donc une augmentation du niveau de l'étang, hein, causée par le vent notamment, et puis donc des niveaux de salinité de l'étang importantes. Voilà. Là aussi, épisode un peu sec. Et donc, quand on a concomitance de ces différents facteurs, on va avoir un basculement de pression et donc voilà, un déclenchement d'un Versac dans la lagune de Thau. On va continuer avec l'analyse des résultats que Claudine vous a présentés en termes de relations, notamment entre le gradient hydraulique, entre la nappe aquifère en charge et la lagune, et puis le débit observé, soit en émissif, donc en fonctionnement normal, soit en un Versac. Et on va voir qu'il y a un point de bascule et que ce système, du point de vue de l'hydrogéologie, est intéressant à ce titre-là également, dans la mesure où il constitue vraiment un point de bascule. Et je vous rappelle un peu ce que c'est un point de bascule, c'est finalement, c'est schématisé là, c'est comment un petit phénomène, un petit paramètre qui change peut avoir créé de grands impacts et de grands effets sur un système. Donc, je reviens sur cet inversac de 2020 qu'on a pu observer en totalité avec le système que Claudine vous a présenté, qui avait démarré, je vous le rappelle, fin novembre, donc le 28 novembre au matin, dans un contexte hydrogéologique de très basse eau, hein, du point de vue de l'aquifère, et puis une surcote de l'étang. On va y revenir. L'inversac s'est terminé le 14 mars, dans la matinée également, et il a duré donc 471 jours exactement. Ce qui représentait quand même une infiltration totale d'à peu près 7 millions de mètres cubes d'eau salée dans l'aquifère. Un aquifère qui était par ailleurs exploité pour l'alimentation en eau potable, et donc ça pose un problème. Ça représente aussi à peu près 200 000 tonnes de sel qui sont rentrées dans l'aquifère. Donc on a identifié deux facteurs de contexte, hein. D'une part, le niveau de la nappe. Quand la nappe est basse, la pression est basse dans l'aquifère captif. Donc c'est un facteur de contexte qui est favorable à l'inversac, mais également la salinité de l'eau de l'étang qui fluctue au cours de l'année en fonction de l'évaporation dans l'étang et de la concentration du sel. Et puis un déclencheur, on va dire ponctuel, qui est le niveau de l'étang, qui peut avoir une surcote par moment lors de, on va le voir, d'un certain nombre d'épisodes météorologiques. Et en fait, on se rend compte que ces trois paramètres, on peut les intégrer dans une seule et même variable qu'on a appelé tout à l'heure le gradient hydraulique, en fait, et qui représente la différence de charge entre la nappe aquifère et l'étang corrigée des effets densitaires. Je reviens sur l'inversac. Claudine vous a montré un graphe sur plusieurs années. Là, on va faire un petit zoom sur une dizaine de jours, en fait, avant et après l'inversac. Donc, en bleu, c'est la période avant inversac, donc la période normale. Donc, il y a 3 jours, à peu près 3 jours et demi, et vous voyez plusieurs courbes. La première courbe, tout en haut, c'est la courbe de niveau d'eau dans l'étang. Vous voyez qu'elle fluctue, qu'elle oscille, c'est l'effet des marées, évidemment. Puis elle a un point haut à un moment qui est un point haut lié au phénomène de marée également, mais aussi un phénomène brutal d'hausse d'à peu près 10 cm lié là à un événement météorologique. On a une surcote liée à une tempête, en tout cas un coup de vent, on va le voir par la suite. Et puis après, on voit que le niveau redescend. Et en fait, c'est cette petite hausse soudaine du niveau de l'étang qui provoque l'inversac. C'est ce qu'on voit en dessous. La deuxième courbe avec les petits points, les petites croix bleues là, concentrées, on voit que donc le débit est à peu près à, je crois qu'il était de mémoire autour de 120 litres par seconde en émissif. Et puis, brutalement, il bascule à peu près 400, moins 400 litres par seconde, avec quand même deux, trois oscillations. Et puis, en fin de journée, là, il est vraiment stabilisé à peu près 360 litres par seconde négatif. Et puis la troisième courbe vers le bas, donc la dernière tout en bas, finalement c'est ce gradient hydraulique et donc cette composante qui nous donne la différence de charge entre les deux masses d'eau. Et on voit qu'elle est vraiment à un niveau minimum, en fait, c'est le minimum qu'on a pu observer sur toute la chronique d'eau donnée. C'est au moment où l'inversac se produit. Et donc si on revient maintenant à l'épisode
météorologique. Si on regarde le vent, on voit qu'on a au niveau du vent une augmentation de la vitesse du vent. Donc c'est la courbe en trait continu, d'abord qui est bleue puis qui devient rouge. Et donc on a un maximum local un petit peu avant l'inversac. Et surtout, on a une orientation du vent qui provient du sud et qui provoque cette petite surcote de l'étang provoquant ensuite l'inversac. Donc c'est un petit peu là qu'il y a cette bascule, ce petit point de hauteur, d'augmentation du niveau de l'étang qui crée ce phénomène assez spectaculaire d'inversion des flux qui passe de plus 100 litres seconde à peu près moins 400 litres par seconde d'intrusion saline. Claudine vous a dit qu'il y a eu un impact sur la piézométrie. Ben, là, c'est un extrait d'un journal qui est paru le 1er décembre 2020 qui mentionne des inondations de caves et de parkings souterrains quelques jours après l'inversac. C'est quelque chose d'assez classique qu'on observe après les inversacs, c'est-à-dire c'est une augmentation subite des niveaux d'eau dans l'aquifère captif. Et vous voyez ici les variations des niveaux de nappe avec à peu près 2,30 m d'augmentation pour les secteurs dans lesquels les fluctuations sont les plus importantes. Vous pouvez aussi noter que ces fluctuations sont très rapides. En quelques heures, on a des fluctuations assez importantes, notamment pour les piézomètres les plus proches, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres. Ceux qui sont à plusieurs kilomètres, ça va mettre plusieurs jours pour augmenter. C'est ce qu'on voit notamment sur la courbe verte qui augmente progressivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, ce conduit karstique qu'on a schématisé par un tuyau vertical qui met en connexion les deux masses d'eau, bon, évidemment, dans la réalité, c'est quelque chose de plus complexe. C'est rempli d'eau et d'eau salée. Et donc, on a de l'eau douce qui a été remplacée par de l'eau salée. Et en fait, on se rend compte que ce remplacement d'eau douce par de l'eau salée crée une surcharge qui est proportionnelle à la hauteur à la longueur de ce conduit karstique et on contraste de densité entre l'eau de la lagune et l'eau douce. Et on se rend compte en fait en faisant des petits calculs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que pour obtenir à peu près 2,30 m de surcharge d'un coup, il faut à peu près imaginer un conduit karstique d'une épaisseur totale d'à peu près 70 mètres. Ce qui veut dire que donc la base de l'aquifère karstique est située à peu près 30 mètres plus 70 mètres, ça veut dire à peu près 100 mètres de profondeur au niveau de la source de la Vise, ce qui est assez cohérent d'après nos collègues géophysiciens avec les données qui sont disponibles. On a pu modéliser assez facilement avec vraiment une équation de diffusivité très simple, hein, et vous voyez qu'on peut reproduire là ces fluctuations de niveau piézométrique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu le faire avec une diffusivité de l'aquifère égale à 25 mètres carrés par seconde, qui est celle qu'on avait observée lors des pompages d'essai réalisés dans les forages dont Claudine vous a parlé tout à l'heure. Et en fait, on arrive à reproduire également les 4 forages de façon plus ou moins satisfaisante, mais avec la même diffusivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas dû ajuster le paramètre d'un piézomètre à l'autre, ce qui nous conforte assez bien dans l'analyse et la compréhension du mécanisme. Alors là, on va regarder un petit peu maintenant l'évolution du débit en ordonnée par rapport à ce gradient hydraulique qui existe entre l'aquifère et l'étang. Et donc, en bleu, au-dessus, vous avez le régime normal, c'est-à-dire avant l'inversac, avant le 28 novembre 2020. Et on voit que entre les périodes sèches et les périodes humides, on a une évolution du débit plus ou moins linéaire. Je dis bien plus ou moins parce que c'est un peu plus compliqué, mais on voit que ça suit plus ou moins une droite qu'on peut imaginer passer par le point 0,0. Et donc, une augmentation du débit lorsque le gradient augmente, ce qui était assez logique. Et puis, ce qui s'est passé le 28 novembre, on était vraiment sur vraiment les points tout à gauche qui sont schématisés là, près du petit soleil. On était dans une période assez sèche, donc la nappe était basse.
Et puis on a eu un coup de vent, ce point de bascule, qui fait que c'est les points rouges, on a le débit qui est devenu négatif, mais très très brutalement. Ce sont des données horaires, à pas de temps horaire, que je vous montre là. Donc vous voyez que très vite, on a le système qui passe en quelques heures à des débits d'à peu près moins 400 litres par seconde. Ensuite, progressivement, les points vont se balader là aussi sur quelque chose qui ressemble à une droite, et puis qui correspond à l'augmentation à nouveau du gradient entre la nappe et l'étang, sous l'effet de la recharge et des pluies. Et en fait, il faut que le gradient soit assez élevé et qu'il soit de l'ordre de presque 5 mètres entre la nappe et l'étang pour que le système rebascule en débit positif, donc ce sont les points verts, avec d'abord une phase de transition postérieure à l'inversac qui dure quelques jours, qui est un peu bizarre, hein, vous voyez, elle est courbe, on n'a pas encore bien expliqué tous ces phénomènes. Et puis après, on a à nouveau des points qui s'alignent selon à peu près une droite. Et en fait, on voit que on a vraiment un phénomène d'hystérèse sur ce graphique. Pour des gradients hydrauliques les mêmes, on peut être en situation de normale ou bien en situation d'inversac. Quand on a un phénomène d'hystérèse, son niveau d'hystérèse, il est caractérisé par la différence entre les deux points de bascule. Et là, on a un premier point de bascule qui est à peu près 1,80 m au niveau du gradient hydraulique. Et puis un autre point de bascule à peu près 4,70 m, qui fait que l'hystérèse, là, est à peu près de 2,90 m. On voit entre le basculement du système d'un état à l'autre. Donc, ce phénomène d'hystérèse, il est lié à ce bouchon de sel qui est en quelque sorte qui a rempli ce conduit karstique et qui fait que maintenant, une fois qu'il est rempli, il faut vaincre une charge bien plus importante. Il suffit pas que l'étang redescende de 10 cm, mais 10 cm plus les 2,30 m. Donc, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle l'inversac dure si longtemps. Un petit coup d'œil historique sur ce qui s'est passé ces dernières années, ces dernières décennies, avec une évolution de l'index pluviométrique standard sur l'impluvium du système karstique. Et vous voyez donc depuis les années 60, on a repéré tous les phénomènes d'inversac. Donc c'est les petits carrés bleus qui définissent les débuts de chaque inversac. Et puis en bleu, vous avez les petits carrés verts, pardon. Et puis en bleu, vous avez le phénomène dans sa durée. Et on voit qu'à chaque fois, il est lié évidemment à des contextes pluviométriques et donc piézométriques de sécheresse. Mais on voit aussi une augmentation de la fréquence de ce phénomène ces dernières années, avec notamment 4 phénomènes ces 15 dernières années, et donc même un cinquième qui est en cours, comme Claudine vous en parlait au début de la vidéo. On s'est posé la question s'il était possible, avec un modèle, de représenter ce phénomène. Donc, on l'a représenté avec un modèle à éléments finis. Donc, on a utilisé le code FIFLOW et on a simulé en fait deux masses d'eau, une eau salée au-dessus et une eau douce en dessous, avec une diffusivité dans l'aquifère de 25 mètres carrés par seconde, hein, conforme à ce qu'on avait observé précédemment. Et on a mis ces deux masses d'eau en contact au travers d'un conduit très perméable, une zone très perméable qui simule le conduit karstique subvertical qui met en contact les deux masses d'eau. On a respecté toute la géométrie, hein, les épaisseurs d'aquifères du Jurassique connus, les fameux 70 mètres de la couche imperméable, et puis l'épaisseur de l'étang de 30 mètres au niveau de la source. Et on a introduit les densités observées. Et puis, on s'est amusé à travailler d'abord, à imposer des conditions limites fluctuantes de façon à un peu voir comment le modèle se comportait. Donc, dans un premier temps, on a simulé des fluctuations du niveau de la nappe. Vous voyez qu'on a eu un niveau de nappe à peu près 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, puis on simule une petite récession liée à un épisode sec, par exemple. Puis ensuite, après à peu près, alors la simulation elle dure à peu près 2 ans, hein, donc 750 jours. Donc à peu près après 450 jours, on simule un épisode pluvieux qui fait remonter cette nappe, et puis après elle redescend. Donc ça, c'est des potentiels qu'on a imposés aux limites de notre modèle. Et puis on l'a également simulé le niveau de l'étang qui fluctue avec deux tempêtes, deux épisodes qui créent une hausse brusque du niveau de l'étang. Et on a regardé ce que le modèle calculait en termes de débit, donc c'est la courbe noire,
le débit entrant ou sortant au travers du conduit karstique. Donc on se rend compte que le premier épisode de hausse de l'étang, ben, lorsque la nappe est haute, ben, crée juste une baisse du niveau du débit, mais ne crée pas d'inversac. Par contre, le deuxième épisode, lorsque la nappe est redescendue à peu près 2,50 m, c'est le trait rouge, ben, le deuxième épisode de vent et la surcote de l'étang crée un inversac avec la courbe noire qui devient négative et un débit qui devient négatif jusqu'à ce qu'on ait une hausse très importante. À peu près, on a fait différents tests de sensibilité. Il fallait à peu près 2,50 m, c'est-à-dire à peu près ces 2,30 m dont on a parlé tout à l'heure, qu'il a fallu vaincre dans l'autre sens. Et donc, il faut vraiment un épisode Sevenol sur la zone pour faire en sorte que le système retrouve son fonctionnement normal. Pour terminer, on a réalisé également un outil de prévision pour le syndicat du bassin de Thau. Il était trop compliqué d'utiliser FIFLO et des modèles complexes au jour le jour, évidemment. Donc, on a essayé de mettre sous équation assez simple le fonctionnement les interactions entre cet aquifère et la lagune. Et donc, on a pu le simuler au travers de solutions analytiques que vous voyez au-dessus et qui sont finalement pas très compliquées et qui dépendent de deux paramètres de perméabilité, de géométrie qui sont A et C, qu'on a calés et puis que maintenant on utilise en simulation. Et vous voyez en dessous hein, une comparaison de débit à la source entre les débits simulés et observés. Et vous voyez que les résultats sont relativement satisfaisants. Ça nous a permis de développer donc cet outil de vigilance. Donc là, vous voyez une sortie c'est une feuille Excel hein, où vous voyez en haut, on retrouve les trois paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'opérateur va rentrer donc dans la feuille Excel la hauteur d'eau piézométrique sur son réseau d'observation, le niveau de la lagune et puis la salinité de la lagune, la densité de la lagune. Et en fonction de ces paramètres, le logiciel calcule ben, cet indicateur du déclenchement d'un versac qui est finalement, on retrouve le gradient hydraulique dont je vous ai parlé. C'est lui qui nous donne vraiment une indication intéressante sur le risque. Et donc, on a différencié différents niveaux de vigilance par rapport aux valeurs que peut prendre cet indicateur. Donc, en conclusion, vous avez vu qu'on est vraiment dans un système avec une forte hystérèse et un point de bascule avec un risque d'augmentation de ces bascules avec bah, le changement climatique. D'une part, la baisse du niveau des nappes et la hausse du niveau de la mer. Et puis, bah, de plus en plus, on va avoir une risque d'un non-retour. Jusqu'à présent, on a la chance qu'on a des épisodes Sevenol qui remplissent l'aquifère et qui permettent de revenir à un état normal. Mais est-ce qu'un jour, le système ne va pas basculer définitivement et rester en état d'inversion définitive? Donc, on voit là qu'on a une forte vulnérabilité de certains de nos aquifères karstiques côtiers hein, qui sont potentiellement concernés par ce type d'inversac et un risque aussi de non-retour qui est plus élevé. On peut imaginer avec la crise messinienne des karstes profonds pour lesquels la profondeur sera plus élevée, donc cet effet bouchon sera encore plus important. Voilà, je termine avec juste ce schéma qui présente un peu un résumé de nos connaissances, et c'est une tentative de résumer des connaissances sur ces différents types d'inversac et de sources sous-marines avec d'une part en haut les deux schémas du haut des aquifères qui sont connectés à de l'eau salée via un conduit vertical, et puis en bas des systèmes qui sont connectés via des conduits horizontaux. Et la différence entre les deux, c'est que dans le conduit vertical, ben, par exemple comme celui de Thau, on a vraiment des inversions de flux radicales, c'est-à-dire on a d'une part d'un côté des écoulements doux qui alimentent la lagune ou la mer, ou bien on inverse complètement. Ouais, c'est le cas les sources de la Vise, de Sheka aussi au large du Liban. Je ne sais pas si Michel est connecté, mais il connaît bien. Et puis, ben, en dessous, on a des contextes de conduits horizontaux où on peut avoir là, en phénomène d'inversac, ben, la concomitance d'écoulements horizontaux salés ou doux dans le même conduit horizontal. Ça a été documenté en France, notamment sur une source voisine de la Vise, sur la même lagune. Voilà, je vous remercie tous. Je remercie aussi surtout Bernard Ladouche qui est derrière
tout ça du point de vue scientifique. Et puis Vincent Durand d'Ortea, avec qui on a collaboré depuis de nombreuses années parce que ça n'a pas été simple, vous l'imaginez, d'équiper ce site et d'acquérir ces séries de données. Donc un grand, grand merci à eux deux. Dans le chat, il y avait au moins deux questions. J'ai vu la question, on n'a pas pu descendre dans le conduit. Il est trop petit et on n'a même pas pu y descendre. Non, on n'a pas pu y descendre d'instruments, de caméras, pas encore. Ensuite, l'exploitation actuelle de l'eau douce. Ah, j'ai pas. En fait, l'eau douce, elle est exploitée à Isanka et il n'y a pas de pompage en fait. Donc, ce qui sort à la source d'Isanka est prélevé, tout au moins en partie. Il y a un débit de réserve, débit réservé, mais donc il n'y a pas du tout de rabattement de ce côté-là. Et les thermes puisent de l'eau thermale. On a montré que ça n'avait pas d'influence donc sur la charge dans l'eau douce. Un Aversac, d'ailleurs, s'est produit, c'est en 2020. Ben, c'est l'Aversac qu'on décrit, alors que l'établissement était fermé. Il n'y avait aucun prélèvement sur la source thermale puisque c'était le Covid. Et les thermes, de toute façon, c'est les premiers concernés par l'Aversac au sens où ils ont quand même une ressource thermale et une qualité à préserver. Donc, ils savent très bien que leur intérêt, c'est de réduire un maximum les prélèvements qu'ils font dans leurs ressources thermales et ils mettent tout en œuvre d'ailleurs, ils sont vraiment à fond dans ce schéma-là. Vraiment, il y a une exploitation de la ressource qui est calée au mieux. On a un tout petit peu évoqué la crise du Messinien. Est-ce que ce système-là, il est lié d'une manière ou d'une autre au Messinien? Et est-ce qu'éventuellement, justement, dans la partie exploration géole, est-ce que vous avez vu éventuellement des traces du Messinien dans le système? On a vu des traces de petits canyons, c'était avec la sismique passive, me semble-t-il. Voilà, mais il faudrait que je regarde précisément pour pas dire de bêtises. Voilà. Mais clairement, enfin, la source de la vie, ça peut très bien être, La enfin, karstification en elle-même, oui, elle est potentiellement liée à la crise messinienne, voilà, oui. oui, Mais oui, la tout à source fait. en elle-même, probablement pas. Enfin, selon moi, hein. Et la faille que vous avez identifiée, elle a quelle orientation et en quoi elle bouscule un peu le système, enfin, où elle le bloque? En fait, elle ne le bloque pas, le système. Justement, c'est grâce à cette faille qu'on a la remontée des eaux thermales à Balaruc. Voilà. Bah, de toute façon, c'est un site enfin, qui a été exploité depuis les Romains et même peut-être antérieurement, hein. Il y a une source historique qu'on appelle d'ailleurs la source romaine. Donc, il y a de nombreux hydrogéologues qui ont travaillé sur Balaruc et le schéma conceptuel de la remontée des eaux thermales s'appuyait sur l'existence d'une faille, voilà, d'une discontinuité. Et effectivement, c'est bien le cas. Et on l'a mis en exergue et ça va voilà, elle va jusqu'à la vallée de l'Hérault. Elle était connue un peu dans la vallée de l'Hérault, mais on savait pas que c'était continu avec voilà. Et cette faille, ce qui est intéressant, c'est que cette faille, elle est connectée à la faille de Nîmes. Il y aurait des circulations d'eau thermale de la faille de Nîmes qui passerait dans la faille de Thau pour alimenter en fait un tronc commun, puisque cette faille de Thau, elle passe dans l'étang de Thau, entre Ballaruc-les-Bains et Sète, et ça alimente, c'est une espèce de tronc thermal qui va aussi bien alimenter la presqu'île de Ballaruc que Sète, puisque Sète a également des eaux chaudes minéralisées qui sont très très proches de celles de Ballaruc-les-Bains. Oui, Voilà. c'est tout le volet thermal du projet. Là, on vous a présenté Oui, oui, l'angle de mm. l'inversac. Il y avait tout un volet aussi compréhension thermale et du gisement et de ce mélange entre toutes ces eaux douces, salées et thermales. Et donc, cette faille joue un rôle important et majeur en fait dans la remontée de ces fluides qui explique ben, les eaux thermales au niveau de Ballaruc et également de 7, comme le disait Claudine, on a réalisé un forage à 7 là qui avait de l'eau à 45 degrés de mémoire Oui, à oui, court c'est ça. débit, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, la commune de Sète avait par le passé fait des ouvrages il y avait des ouvrages de géothermie.
Ils sont aujourd'hui plus disponibles, ils ont été rebouchés, mais bon, maintenant ils sont de nouveau conscients du trésor qu'ils ont sous leurs pieds. Ça nous ramène à une des questions qui est posée, que je vois dans le chat, c'est les eaux s'infiltrant sur la colline de Sète sont-elles reliées à la Vise? Non, eh ben non. Donc pour nous, non. Voilà le schéma qu'on propose en fait. Voilà. Donc de l'autre côté, c'est pas tracé, mais le forage à 7, toutes les données qu'on a enregistrées sur le forage de 7 montrent qu'on a deux systèmes différents, déconnectés. D'accord. Alors, il y avait une autre question, c'était jusqu'où peut remonter le biseau salé dans les conduits karstiques? Alors, dans celui-là en particulier, et puis parce que la question allait plus loin dans les conduits karstiques horizontaux, voilà, ça peut être loin, mais est-ce que vous, là, on a une idée de, au moins déjà sur celui-là? La salinisation de l'aquifère, elle est, comment dire, elle est observée sur certains exutoires, notamment sur la source Covy, qui est vraiment tout proche, qui est sur la presqu'île de Ballaruc-les-Bains. Voilà. Donc là, on sait qu'il y a une salinisation de l'aquifère. Voilà. À Ambressac aussi, mais tout ça, ce sont des exutoires, des trous-pleins enfin, des sources, hein. D'ailleurs, il y avait une exploitation de l'eau potable à Covy qui a été stoppée. Ça a été arrêté. Maintenant, l'aquifère est salé. Donc voilà. Euh, L'intrusion, elle part très fortement vers le bas, hein. Elle et oui. s'étend évidemment avec la densité, le contraste de densité, donc elle part vers l'eau part vers le bas. Et je crois on l'a enregistré dans certains forages. Enfin, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais à quelle distance c'était les forages auxquels on a pu voir des changements de conductivité électrique? Pour Plusieurs des centaines de ouvrages mètres, hein. suffisamment profonds, tu veux dire? Oui, Bon, c'est quelques centaines de mètres. Enfin, c'est ouais, pas. d'accord. Il y a pas pour le moment. Puis c'est une eau, comme tu dis, elle va se retrouver vraiment au fond, quoi. C'est une eau dense. Voilà. Donc ça reste encore relativement localisé, je dirais. Oui, c'est moi qui ai posé la question sur jusqu'où pouvait remonter le biseau salé, parce qu'ici dans les Alpes-Maritimes, on a pu remonter le biseau salé jusqu'à 3 kilomètres à l'intérieur des terres, avec des forages profonds qui recoupaient des conduits karstiques profonds. Et je voulais savoir si, dans votre cas, des forages profonds à l'arrière avaient recoupé donc le biseau salé. Bon, vous avez répondu partiellement, mais visiblement, ça a l'air très, comment dire, très limité en distance par rapport à l'étang. Est-ce que vous avez connaissance d'un forage profond qui l'aurait recoupé plus loin? Alors non, mais on n'est pas non plus allé chercher ce qui se passe dans la Gardiole. Il y Voilà, a dans un la ancien Gardiole. forage pétrolier. On n'est Oui. pas allé voir ce qui se passait en profondeur en fait. Mais ce qu'on observe quand même sur la Méditerranée, bon bah certes il y a la Vise qui est en Aversac, mais il y a d'autres sources justement dans le système qui est à côté là, dans le système karstique qui est à côté, donc qui intéresse, c'est le système on va dire Mosson et Gardiole Est. Il y a la Roubine de Vic aussi. Enfin, on sait qu'il y a des sources qui sont en Aversac également et qui concourent à la salinisation quand même de l'aquifère côtier. Mais non, on n'est pas allé, en fait, on n'a pas fait ces investigations. Qui serait à faire, peut-être, oui, tout à fait. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pu constater que il y avait un accroissement de la salinité des aquifères profonds du moment qu'on avait une exploitation d'aquifères à l'arrière au-delà des volumes de recharge annuels. Mm, mm. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de l'exploitation chez vous, mais en tout cas, je fais part là de Ouais, bien sûr. Oui, un de, retour d'expérience, ouais, ouais. ouais, la Mais c'est retour vrai de. que, mais oui, oui, mais il y a des ouvrages, donc c'est dans le système karstique plus à l'est, là, dont je discutais, là, enfin, dont je parlais, là, Kars-Mosson. Il y a des captages d'eau de l'agglo de Montpellier, captage du Flès à Villeneuve-les-Maglones, où là, effectivement, il constate quand même une augmentation de la conductivité des eaux.
Ah, Et oui, il y a un captage aussi qui est dans la Gardiole à Mirval, où il y a une piste d'essai de pneus Goodyear, où ils utilisent l'eau d'un captage pour arroser les pistes, pour éviter la poussière. Ben, là aussi, ils voient quand même une augmentation de la conductivité des eaux. Donc oui, Donc, les exploitations de la ressource en littoral et là, on sont... est à combien à l'intérieur des terres, à peu près? Juste. Faudrait que je regarde, je peux pas, j'ai pas, je sais pas. On pourra en Et- discuter. Moi, On je peut peux prendre peut-être contact pour compléter? discuter. Oui? Ah, bah si tu l'as, oui. Oui, alors j'ai quelques éléments puisque sur la Mosson, toujours Perrine-Fleury, pardon, Bergem, Montpellier, on travaille sur ce secteur et effectivement, les captages ont été abandonnés autour des années 2010-2015 parce qu'on avait des problèmes de salinité. Et là, on est 4-5 kilomètres à l'intérieur des terres. Et en fait, sur ces quarts côtiers, c'est une démarche qu'on a proposée depuis plusieurs années, toujours pareil au Berger Montpellier, de dire qu'il est important de faire un suivi et d'utiliser ces sources côtières ou sous-marines comme indicateur du fonctionnement du système et de la salinité aussi. Et que effectivement, c'est des outils, enfin des points qui doivent nous permettre de mieux exploiter les aquifères. Donc, on a travaillé sur le Carse des Corbières également, dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, bah, voilà, il y a Mosson, il y a Thau. Et l'idée, c'est vraiment de suivre les niveaux et de s'en servir comme des outils de gestion, en fait. Alors justement, c'est vraiment une question qui m'intéresse parce que les niveaux, c'est une chose, mais la salinité, elle progresse si on regarde au cours du temps à l'intérieur des terres. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut inverser une fois qu'on a fait rentrer le biseau salé plus en avant dans l'aquifère? Est-ce qu'on peut inverser les choses? Moi, de mon retour d'expérience, c'est que s'il y a des grosses crues, etc., donc une charge plus importante, on s'aperçoit qu'au cours du temps, on n'a pas un retour, si vous voulez, à une baisse finalement de la salinité profonde. Vous avez Sur des... les karstes, je pense que Ouais. chaque système est un peu unique Ouais. et que bah, on peut pas faire, je pense pas qu'on puisse faire de généralité. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet pendant ma thèse et puis par la suite. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que chaque système est vraiment unique parce que en Méditerranée, il y a eu cette crise du Messinien, des conduits très profonds et que ça dépend vraiment de l'évolution géomorpho et est-ce que les conduits ont été oblitérés ou pas ou sont restés ouverts sur le milieu marin. Donc, euh, d'où vraiment l'intérêt de faire du monitoring sur ces systèmes Ouais. et de comprendre ce qui s'y passe, bien entendu. Une toute dernière question, c'est est-ce que vous avez essayé de voir comment ce système d'inversac pourrait évoluer avec le temps en fonction de la hausse du niveau de la mer? oui, on a regardé, on a fait des simulations avec, en considérant l'augmentation du niveau de la mer uniquement. Je crois qu'on n'avait pas intégré une baisse de la recharge naturelle des aquifères liée au changement climatique. Il me semble qu'on a testé que le niveau de la mer et évidemment, c'est pas une surprise, on va avoir plus de phénomènes. Ce que les modèles semblaient montrer, mais à vérifier parce que c'était vraiment des simulations préliminaires, c'était qu'on n'aurait pas forcément plus d'inversac, mais qui durerait plus longtemps, en fait. Voilà, statistiquement parlant, quoi. Voilà.